Donc notre table ronde va essayer d'éclairer la complémentarité et même l'intrication qui existe entre le lien social et la subsidiarité. Créer des liens, les entretenir, les activer, ça requiert une certaine proximité. Et les grands systèmes, le système monétaire et financier au niveau international, le commerce également au niveau international, la patrie, niveau déjà un peu plus petit, la sécurité sociale, mettent en œuvre des liens entre les acteurs. Mais ces liens sont souvent impersonnels. Je ne sais pas qui me facture mon électricité, qui verse les cotisations grâce auxquelles je perçois une pension, et souvent c'est un automate qui m'envoie des messages et qui traite ceux que j'ai envoyés. Donc la relation avec des systèmes informatiques, des systèmes généralement de taille gigantesque, remplace dans une certaine mesure la relation avec les personnes. Un peu comme l'anonymat des courses dans un hypermarché a remplacé la relation, la rencontre que l'on pouvait avoir avec le commerçant du coin de la rue. Donc les grands systèmes sont utiles, mais les liens se personnalisent dans des cadres plus restreints, la famille, l'entreprise, telle subdivision de l'entreprise, le cercle d'amis, l'association, etc. Et c'est là que l'on va trouver le principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité que l'Église catholique a conçu comme un point important de sa doctrine sociale. Et donc, je passe la parole à Jean-Yves Naudet, qui va nous expliquer ce concept, ses applications pratiques et sa place dans la doctrine de l'Église. Jean-Yves. Merci voilà. Jacques. Le terme de subsidiarité renvoie à la doctrine sociale de l'Église, même si le mot vient du vocabulaire militaire romain, on l'a rappelé tout à l'heure, et si la notion se trouve déjà dans la philosophie aristotomiste. Certes, le mot est aujourd'hui largement utilisé, y compris dans les traités européens, mais habituellement en pervertissant le sens. Dans la doctrine sociale, le mot est défini par Pie XI, dans Quadragesimo Anno, comme un principe si grave de philosophie sociale qu'on ne saurait ni changer ni ébranler. Voilà donc la subsidiarité érigée au rang des principes de la doctrine sociale, aux côtés de la dignité de la personne, du bien commun ou de la solidarité. Or, il est très significatif de voir que cette définition, chez Pie XI, se situe dans le paragraphe sur la restauration de l'ordre social, alors qu'il vient de préciser au paragraphe précédent que l'individualisme a étouffé cet immense mouvement de vie sociale qui s'épanouissait jadis en une heureuse et riche et harmonieuse floraison de groupements les plus divers. Ne restent en présence que les individus et l'État, et comme il ne faut pas pour Pie XI fonder sur l'intervention de l'État tout espoir de salut, voici la subsidiarité chargée de restaurer le lien social. Ses successeurs vont reprendre la notion dans des proportions variables. Le mot ne figure chez Paul VI ni dans Populorum Progressio ni dans Octogesima Adveniens. On le trouve 3 fois chez Jean XXIII, dans Mater et Magistra, 2 fois dans Pacem in Terris. Le mot n'est cité que 2 fois chez Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, mais la notion y est absolument centrale dans sa dénonciation de l'État-providence destructeur des liens de proximité. En revanche, le terme figure 11 fois chez Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, et 2 fois dans Deus Caritas Est. Quant à François, le terme est présent 2 fois dans Laudato Si. C'est le compendium de la doctrine sociale de l'Église qui lui donne la place la plus importante. Une section entière lui est consacrée dans le chapitre sur les principes de la doctrine sociale, juste après le bien commun et la destination universelle des biens. Et le mot se retrouve 32 fois dans ce compendium. L'expression de lien social que nous utilisons dans ce colloque ne se retrouve comme telle dans aucune encyclique sociale, mais de nombreux équivalents s'y rencontrent, comme lien communautaire, lien de proximité,
lien avec les autres acteurs économiques, amitié, ça a été cité tout à l'heure, et bien sûr toutes les déclinaisons de la solidarité. En revanche, Benoît XVI est le seul à utiliser un mot, celui de socialité, que le Larousse définit comme l'ensemble des liens sociaux découlant de la capacité de l'homme à vivre en société. Nous voici au cœur du sujet. Si Benoît XVI utilise 3 fois dans Caritas in Veritate ce mot de socialité, il est par contre au cœur du compendium où il se retrouve 20 fois. Enfin, on remarquera que les papes, et particulièrement François, insistent sur les ravages que provoque l'absence de lien social, en dénonçant les phénomènes d'exclusion, exclusion sociale. Exclure se retrouve plus de 15 fois dans son encyclique. Cette dénonciation souligne, à contrario, l'importance du lien social. L'absence de subsidiarité détruit le lien social tout d'abord dans le domaine de la solidarité, mon premier point, mais aussi dans toute la vie économique et sociale en général, c'est le deuxième temps. D'abord, dans le domaine de la solidarité, il n'est pas surprenant de constater que la question du lien social se trouve au cœur du débat sur la solidarité et le rôle de l'État. Déjà, Léon XIII, en 1891, avait souligné qu'en substituant, je cite, à la providence paternelle la providence de l'État, les socialistes, entre guillemets, vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille. Voilà une nouvelle preuve du caractère prophétique de Rerum Novarum qui dénonce la providence de l'État, alors que les thèses de l'État-providence ne seront posées qu'à partir du rapport Beveridge en 1942, même si Bismarck en avait déjà mis en œuvre une forme un peu différente à la fin du XIXe siècle, plus assurantielle que strictement redistributrice. Plus près de nous, c'est Jean-Paul II qui établit un lien entre État-providence, absence de subsidiarité et affaiblissement du lien social. Il souligne le dysfonctionnement des soutiens publics de l'État, de l'assistance ou État du bien-être, comme provenant, je cite, d'une conception inappropriée des devoirs spécifiques de l'État en raison de l'oubli du principe de subsidiarité. Et il ajoute, en intervenant directement, en privant la société de ses responsabilités, l'état de l'assistance provoque la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils publics, animé par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses. Nous voilà au cœur du sujet. L'État-providence étouffe le lien social puisqu'il prive la société et les groupes qui la composent de leurs responsabilités et entraîne la déperdition des forces humaines. Ce passage en rappelle un autre de Jean-Paul II, je cite, « De la conception chrétienne de la personne résulte nécessairement une conception juste de la société ». Et il continue, « Selon Rerum Novarum et toute la doctrine sociale, le caractère social de l'homme ne s'épuise pas dans l'État, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes économiques, sociaux, politiques et culturels, qui, découlant de la même nature humaine, ont leur autonomie propre. » Et il termine, c'est ce que j'ai appelé la personnalité de la société. L'homme est un animal politique, un animal social au sens d'Aristote, qui s'épanouit au contact des autres, en tissant des liens avec eux. L'omniprésence de l'État peut étouffer cette dimension sociale en la remettant au seul niveau étatique alors qu'elle doit s'épanouir dans l'ensemble des communautés humaines ou corps intermédiaires. Dans le cadre plus précis de la solidarité, Jean-Paul II revient sur la question du lien de personne à personne que risque de détruire l'état de l'assistance. Je cite, « Il semble que les besoins soient mieux connus par ceux qui en sont plus proches ou qui savent s'en approcher, et que ceux-ci soient plus à même d'y répondre. On ajoutera, dit-il, que souvent certains types de besoins appellent une réponse qui ne soit pas seulement d'ordre matériel, mais qui sache percevoir la requête humaine plus profonde. En d'autres termes, l'omniprésence de l'État peut détruire le lien social de proximité et le prive de sa dimension autre que matérielle.
C'est un point que reprend en détail Benoît XVI lorsqu'il décrit dans Deus Caritas Est le procès qui était fait à l'Église par le marxisme. Pour les marxistes, dit-il, établir la justice ferait disparaître le besoin de charité. Or, pour Benoît XVI, l'amour, caritas, sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Il y aura toujours de la souffrance qui réclame consolation et aide, il y aura toujours de la solitude, de même il y aura toujours des situations de nécessité matérielle pour lesquelles une aide est indispensable dans le sens d'un amour concret pour le prochain. Et il ajoute, l'État qui veut pourvoir à tout, qui absorbe tout en lui, devient en définitive une instance bureaucratique qui ne peut assurer l'essentiel dont l'homme souffrant a besoin, le dévouement personnel plein d'amour. Nous n'avons pas besoin, dit-il, d'un État qui régente et domine tout, mais au contraire d'un État qui reconnaisse généreusement et qui soutienne, dans la ligne du principe de subsidiarité, les initiatives qui naissent des différentes forces sociales et qui associent spontanéité et proximité avec les hommes ayant besoin d'aide. Bref, conclut Benoît XVI, l'affirmation selon laquelle les structures justes rendraient superflues les œuvres de charité cache en réalité une conception matérialiste de l'homme. Le préjugé selon lequel l'homme vivrait seulement de pain est une conviction qui humilie l'homme et qui méconnaît précisément ce qui est le plus spécifiquement humain. Les choses sont donc claires. Du côté de la solidarité, l'État-providence, l'absence de subsidiarité peut détruire le lien social à tous les niveaux et particulièrement le lien interpersonnel. En est-il de même dans le domaine économique ? Le refus de l'idéologie de la lutte des classes au profit d'une conception de la complémentarité du travail et du capital chez Léon XIII et chez Pie XI, puis l'entreprise vue comme une communauté de personnes aux fonctions complémentaires, notamment chez Jean-Paul II, écarte l'idée d'une confrontation violente et met en valeur le lien social à l'intérieur même de l'entreprise. Beaucoup de biens, affirme Jean-Paul II, requièrent la collaboration de nombreuses personnes au même objectif. Cela nécessite d'importantes vertus comme la confiance méritée, la fidélité dans les rapports interpersonnels. L'entreprise est une communauté de personnes et il ajoute par son travail, l'homme se dépense non seulement pour lui-même, mais pour les autres et avec les autres. Chacun collabore au travail et au bien d'autrui. L'homme collabore au travail des autres personnes qui exercent leur activité dans la même entreprise, de même qu'au travail des fournisseurs et de la consommation des clients dans une chaîne de solidarité qui s'étend progressivement. Regarder l'économie comme uniquement un lieu d'affrontement stérile et non de complémentarité et de lien social est déjà un débat essentiel. Comme le souligne le Compendium, l'entreprise remplit une fonction sociale en créant des opportunités, je cite, de rencontres, de collaboration, de mise en valeur des capacités des personnes impliquées. Mais il y a à cela des conditions. Ainsi, le taylorisme, poussé à l'extrême, ne favorise pas le lien social et l'Église a depuis longtemps défendu l'application du principe de subsidiarité à l'intérieur même de l'entreprise. Jean XXIII était déjà clair sur ce point. Nous sommes persuadés, dit-il, de la légitimité, de l'aspiration des travailleurs à prendre part à la vie de l'entreprise où ils sont employés. On doit tendre à faire de l'entreprise une véritable communauté humaine qui marque profondément de son esprit les relations, les fonctions, les devoirs de chacun de ses membres. Cet objectif, dit-il, requiert entre chefs d'entreprise, cadres et travailleurs des relations de respect mutuel, d'estime et de bienveillance. Ceux qui viennent travailler ne doivent donc pas être traités comme de simples exécutants silencieux, sans possibilité de donner leur avis, de faire part de leur expérience. Cette participation crée par nature du lien social.
Celui-ci, réclamé par l'Église au nom de la dignité de la personne humaine, est reconnu aujourd'hui comme un outil de bonne gestion et d'efficacité économique. On obtient plus de choses de chacun en laissant une large autonomie qui crée des liens, comme le montrent toutes les formes de gestion participative, direction par objectif ou autres équipes d'autonomes de production. L'Église, ici aussi, a été prophétique. Le respect des personnes et de la subsidiarité crée du lien social qui est lui-même source d'efficacité économique. Plus généralement, Jean XXIII a considéré que l'un des traits caractéristiques de notre époque est sans aucun doute la socialisation, ces interdépendances, chaque jour plus nombreuses, qui ont entraîné dans la vie et l'action des hommes de multiples formes de liens sociaux. Le marché lui-même crée aussi du lien social. D'ailleurs, parmi les avantages solides du marché, Jean-Paul II affirme que les mécanismes du marché placent au centre la volonté et les préférences de la personne qui, dans un contrat, rencontre celle d'une autre personne. Dans le même esprit, Benoît XVI précise que lorsque, je cite, « il est fondé sur une confiance réciproque et générale, le marché est l'instrument économique qui permet aux personnes de se rencontrer en tant qu'agents économiques, utilisant le contrat pour régler leurs relations et échangeant des biens et services entre eux pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Cela nécessite des formes de justice commutative et distributive. En effet, ajoute le pape Benoît XVI, abandonné au seul principe de l'équivalence de valeur des biens échangés, le marché n'arrive pas à produire de la cohésion sociale dont il a pourtant besoin pour fonctionner. Sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. On notera aussi une autre suggestion de Benoît XVI pouvant créer des liens, je cite, « la subsidiarité fiscale », qui permettrait, dit-il, aux citoyens de décider de la destination d'une part de leurs impôts versés à l'État. Cela peut aider à encourager des formes de solidarité sociale à partir de décisions des citoyens eux-mêmes. Quelques mots de conclusion. Benoît XVI ouvre des perspectives dans deux domaines qui permettent d'élargir le propos. D'abord, selon lui, le principe de subsidiarité est l'expression de l'inaliénable liberté humaine. Ainsi, la subsidiarité est, dit-il, une manifestation particulière de la charité et un guide éclairant pour la collaboration fraternelle, y compris entre croyants et non-croyants. La subsidiarité est avant tout une aide à la personne, dit-il, à travers l'autonomie des corps intermédiaires. La subsidiarité, ajoute Benoît XVI, est l'antidote le plus efficace contre toute forme d'assistance, y compris paternaliste. Et si la subsidiarité sans la solidarité tombe dans le particularisme, il est également vrai que la solidarité sans la subsidiarité tombe dans l'assistanat qui humilie celui qui est dans le besoin. C'est l'alliance solidarité-subsidiarité qui respecte la dignité de la personne et crée du lien social. L'autre domaine est plus large et touche à la conception même de la société. Benoît XVI explique que la charité dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon. La cité de l'homme, dit-il, n'est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus encore et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. Ce sont ces relations qui portent au plus haut niveau le lien social. D'ailleurs, dit-il, la doctrine sociale de l'Église estime que des relations authentiquement humaines, d'amitié et de solidarité, et de sociabilité, de solidarité et de réciprocité peuvent également être vécues au sein même de l'activité économique et pas seulement en dehors d'elle ou après elle. La sphère économique n'est par nature ni éthiquement neutre, ni inhumaine et antisociale.
Il en résulte, ajoute Benoît XVI, que dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don comme expression de la fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Benoît XVI explique que la vie économique repose d'abord sur l'échange et le contrat, ce qu'il appelle le donner pour avoir. La politique, dit-il, l'action publique repose sur des lois justes, ce qu'il appelle le donner par devoir. Ce qui n'est ni économique ni politique, qu'il appelle la société civile, à savoir la famille, les associations, repose sur la gratuité et la fraternité, forme plus exigeante de lien social. Or, sans cet agir gratuit, solidarité, participation, adhésion s'amoindrissent à la longue en économie comme en politique. Et il ajoute, sinon, le binôme exclusif marché-État corrode la socialité. Certes, par nature, l'économie étant faite d'échanges et l'entreprise étant une communauté humaine, elle crée du lien social. Mais pour accroître la qualité humaine de ce lien social, Benoît XVI conclut qu'aussi bien le marché que la politique ont besoin de personnes ouvertes aux dons réciproques. Mais si dons et gratuité doivent trouver leur place dans la politique comme dans l'économie, ces qualités humaines doivent d'abord se forger dans la famille, avec l'aide de l'école, des mouvements de jeunes, des mouvements d'église, avant d'irriguer toute la société. François ne dit pas autre chose dans Laudato Si, en affirmant que le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement de divers groupes intermédiaires selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, ajoute François, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de la société. Et François précise, la famille est le lieu de la formation intégrale où se déroulent les différents aspects intimement liés entre eux de la maturation personnelle. C'est dire que tout ce qui affaiblit la famille affaiblit aussi la qualité de l'ensemble du lien social. Je vous remercie. Merci Jean-Yves. Je pense que ce que tu as dit de la fraternité d'un côté et du bénévolat de l'autre va être repris de façon un peu plus approfondie par nos deux intervenants ultérieurs, particulièrement la fraternité pour Jean-Baptiste de Foucauld et le bénévolat pour Emmanuel. Donc, nous allons avoir la possibilité de poser quelques questions, pas un trop grand nombre, et je donne le lancement en la matière en demandant à Jean-Yves Naudet comment il explique un phénomène qui m'a paru extrêmement curieux. C'est-à-dire qu'en allant regarder l'index analytique, d'une part du compendium de la doctrine sociale de l'Église et d'autre part du catéchisme de l'Église catholique, je n'ai pas trouvé le thème lien. Solidarité, le terme de subsidiarité, oui, figure, mais le terme de lien, non. Or, nous sommes les fils de l'Alliance, nous sommes les fils de l'ancienne Alliance et nous participons à la nouvelle Alliance. Et l'alliance et le lien, c'est la même racine, c'est quelque sorte la même chose. Donc j'ai été extrêmement surpris de ne pas trouver ce mot lien dans ces index analytiques. Comment expliques-tu cela ? Je crois que ça ne vient pas des textes mêmes, que ce soit du catéchisme ou du compendium, où le mot lien est présent, mais de l'index tel qu'il a été fait. Et dans le compendium, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, on trouve lien de proximité, lien avec d'autres acteurs économiques, lien communautaire, donc c'est tout le temps présent. Mais je pense que dans l'index, c'est lié probablement au mot solidarité. C'est comme ça, je pense qu'on doit pouvoir le trouver dans l'index, ou autour d'autres termes, peut-être du mot de charité aussi. Mais vraiment, le compendium parle en permanence de cette idée de lien.
Emmanuel, je vous passe la parole sur ce double thème de l'intrapreneuriat et du bénévolat, du rôle du bénévolat à l'intérieur de l'entreprise. Alors j'en appelle par avance à la bienveillance du public parce que j'ai été appelé par vous il y a 2 jours. Donc j'ai eu quelques minutes de préparation ce matin entre 6 et 7 parce qu'à partir de 9h j'avais un autre engagement. Donc ce sera plus de la commedia dell'arte que du théâtre classique. Il y aura une grande partie d'improvisation, mais j'admire beaucoup le théâtre classique, dont vous êtes un excellent représentant. Je vais vous parler plus particulièrement de l'intrapreneuriat comme étant effectivement un exemple de subsidiarité. Alors, question préalable, si je vous dis intrapreneuriat, je n'ai pas dit entrepreneuriat, mais intrapreneuriat, est-ce que vous pouvez lever la main si le concept vous est déjà tout à fait familier ? Oui, 1, 2, 3 personnes. Bon, donc vous pouvez le définir. Est-ce qu'il y a un micro ? Mise en place d'un principe de liberté à l'intérieur de l'entreprise. Oui, mise en place d'un principe de liberté à l'intérieur de l'entreprise, c'est vrai, oui, mais pas tout à fait complet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté dans l'entreprise ou bien... Alors bon, je ne vais pas faire languir le public. En fait, le concept est un concept qui a déjà une quarantaine d'années. Il a été créé par un Américain qui s'appelle Gifford Pinchot, dont j'ai entendu parler depuis très longtemps. Mais hier soir, j'ai eu la chance d'avoir une conversation d'1h30 avec Gifford Pinchot qui était aux États-Unis. Donc, c'est le principe que à l'intérieur de l'entreprise, il y a des gens qui se comportent simplement comme managers, qui vont répercuter les ordres du haut vers le bas. Et il y a des gens qui se comportent comme des entrepreneurs, c'est-à-dire qui vont prendre des initiatives et des initiatives qui ne sont pas dans leur mission. Il y a d'une part des gens qui sont dans des départements d'innovation et c'est dans leur mission effectivement d'innover, mais il y a des gens qui vont prendre des initiatives et qui sont un peu des déviants, qui vont faire des choses. Alors au lieu de parler longtemps sur le concept, je vais vous donner l'exemple de l'intrapreneur que je connais le mieux, c'est-à-dire moi-même, de ce que j'ai fait. Alors je pourrais vous parler de Nicolas chez Leroy Merlin ou de François chez Lafarge ou d'autres chez AXA ou chez Danone, mais je vais vous parler de mon cas personnel qui vous illustrera ce que peut faire un intrapreneur. Sachant qu'il y a quelques années, je ne savais pas que j'étais un intrapreneur. Un journaliste est venu me poser la question « Vous êtes un intrapreneur, comment vous avez fait bouger une grande banque ?» Et je lui ai raconté mon histoire. Alors, mon histoire, elle est très simple. Et c'est là où on voit aussi le lien entre le bénévolat et l'intrapreneuriat social. Il y a quelques 12 ans, j'ai commencé, alors je sais que Jean-Baptiste Defoucault est très proche de Maria Novak, puisque vous avez été un des cofondateurs de l'ADI. Il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à la microfinance en tant que citoyen de base. J'étais dans un cadre commercial de BNP Paribas, mais rien à voir avec la microfinance. Et avec quelques collègues, nous avons monté un petit groupe. Au début, nous étions une dizaine de personnes. Maintenant, ce sont 600 bénévoles à l'intérieur de BNP Paribas. Un tout petit groupe qui s'appelait au départ Jacadi, pour J'accompagne les créateurs de l'ADI. Et on s'est rendu compte que en fait, beaucoup de gens dans l'entreprise, dans la banque, avaient envie de s'engager en tant que bénévole, mais de s'engager dans leurs compétences, c'est-à-dire avec leurs compétences bancaires, financières, contrôle de gestion, etc., d'accompagner, dans ce cas précis, des micro-entrepreneurs de l'ADI. Ça a été mes premiers pas dans la microfinance. Et 2 ans plus tard, c'était en 2005-2006, 2005, c'était l'année internationale du microcrédit. Je me suis dit, bénévolat, c'est bien, je le fais en dehors de l'entreprise, mais on pourrait peut-être faire plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un véritable business, au sens une activité dans le métier de l'entreprise, pour BNP Paribas ? Et j'ai eu, entre guillemets, un déclencheur, une révélation, en lisant un article dans un journal pas particulièrement altermondialiste, puisque c'est l'hebdomadaire anglais The Economist, un article d'une douzaine de pages, donc particulièrement étayé et fouillé, où il présentait le modèle économique de la microfinance comme non pas de la philanthropie, mais un modèle économique
qui fonctionne à partir de l'emprunt et de l'investissement. Et donc, je suis arrivé à cette idée que si c'était bon pour la Banque mondiale, pour Citigroup et pour Deutsche Bank, ça pourrait être également intéressant pour BNP Paribas. Ça, c'était l'étincelle. Après, il s'agissait de mettre le feu à la plaine à partir de cette première étincelle. Et j'ai commencé à en parler à mon ancien patron, proche de la direction générale, qui me dit « Ah oui, Emmanuel, c'est une bonne idée, refinancer des institutions de microfinance, on serait tout à fait dans notre cœur de métier, en même temps, ça aurait un énorme impact social, pourquoi pas. Allez voir telle et telle personne de ma part. » Et entre janvier 2006 et avril 2006, j'ai rencontré, alors moi j'étais dans le middle management, niveau N-6 par rapport au top management. En quelques mois, j'ai rencontré une quarantaine de personnes qui étaient tous niveau N-2, N-3 par rapport au comité exécutif, hein, et qui tous m'ouvraient la porte en me disant bon, c'est intéressant votre sujet, je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour vous, et qui 1h15 après me raccompagnaient en me disant c'est vraiment bien ton truc, je vais t'aider, mais il faut que la direction générale décide. Donc j'avais en mai 2006 une quarantaine de supporters, mais je n'avais pas de décision puisque personne ne m'avait donné la moindre mission, et j'en suis arrivé à la conclusion que si tout le monde disait qu'il fallait que la direction générale décide, il fallait porter un dossier à la direction générale. Ce que j'ai fait, j'ai demandé un rendez-vous avec le numéro 2 de la banque, alors je savais que j'avais un quart d'heure pour le convaincre, hein, et en fait en 10 minutes, donc il avait compris le sujet. C'est un sujet de business, on prête de l'argent à des institutions de microfinance, c'est un sujet de responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'on a un impact très fort parce que comme on prête à des institutions de microfinance, on permet à des micro-entrepreneurs de se développer. Donc il était convaincu après 10 minutes que c'était un bon sujet, et il me dit vous allez présenter le sujet le mois prochain au comité exécutif. Moi, venant du middle management, me trouvant face à un top manager me disant vous allez présenter au comité exécutif. Ainsi fut fait. Donc je me retrouve un mois plus tard devant le comité exécutif. Baudouin Prou, le directeur général, me passe la parole. Vous avez 10 minutes. Une demi-heure plus tard, j'étais encore là parce qu'ils avaient tous beaucoup de questions. Et donc le sujet a été logé paradoxalement à la banque privée, parce que en fait, le directeur de la banque privée avait, d'une part, était par ailleurs le président de la fondation BNP Paribas, avait déjà une certaine connaissance du sujet, et était prêt à incuber le sujet de manière totalement transverse pour les deux grands piliers de la banque qui étaient la banque de détail internationale et pour l'Afrique, et la banque de gros, enfin la banque d'affaires. On a déployé le sujet donc, du financement des institutions de microfinance. Pour faire bref, en une dizaine d'années, nous avons financé une quarantaine d'institutions de microfinance dans une vingtaine de pays, avec aujourd'hui à peu près 250 millions d'euros mobilisés. Il y a eu une deuxième phase à partir de 2012 pour financer les entreprises sociales, puisque je suis allé voir le nouveau numéro 2 de la banque que certains peuvent connaître aujourd'hui, puisqu'il est assez connu, puisque c'est aujourd'hui le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, mais à l'époque il était le numéro 2 de la banque en charge de la banque de détail. François Villeroy a été également convaincu sur l'idée de lancer une nouvelle initiative au-delà de la microfinance, donc dans le sujet du financement des entreprises sociales. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 500-600 entreprises sociales financées sur essentiellement nos trois grands territoires que sont la France, la Belgique et l'Italie. Ce que je vous raconte là, c'est de l'intrapreneuriat social, parce que ma motivation, c'était pas seulement d'apporter un nouveau business à la banque, mais c'était aussi d'avoir un impact social sur des personnes qui étaient dans très grande situation de fragilité. Et à partir de 2012-2013, j'ai commencé à nouer des contacts avec d'autres personnes qui avaient des histoires un peu similaires dans des grandes entreprises comme Renault, Lafarge, Leroy Merlin, etc. Et ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre sur le guide de l'intrapreneur social, parce que en fait, beaucoup de personnes venaient me voir pour me dire « Mais comment tu as réussi à faire bouger un monstre de 200 000 personnes ? Enfin, une grande entreprise, c'est quand même un peu hiérarchique. » Bon. Et à chaque fois, je racontais il suffit de monter un dossier, d'aller voir les gens, et puis normalement, on arrive à faire avancer les choses. En fait, c'est
c'est pas si simple que ça. Enfin, je dis souvent, les 3 obstacles à surmonter, c'est les 3 I, inertie, ignorance et isolement. Isolement parce qu'au départ, l'intrapreneur social est isolé et donc il va s'agir de trouver des alliés dans l'entreprise. Je vous ai raconté l'histoire des 40 alliés que j'ai trouvés. Il s'agit donc de trouver des alliés, mais aussi d'avoir une certaine compétence. C'est la question ignorance par rapport à la compétence. Quand j'ai commencé, je ne connaissais quasiment rien à la microfinance internationale. Je ne connaissais que la microfinance française qui représente 0,01% de la microfinance mondiale. Et puis, le troisième aspect, inertie, ignorance, isolement, c'est l'inertie. Parce qu'en fait, le premier obstacle à l'action, c'est pas l'autre, c'est moi-même. Évidemment, j'ai peur d'être ridicule si je vais passer à l'action, j'ai peur que ça ne va pas marcher, j'ai peur. Il faut surmonter la peur et justement oser proposer, oser bâtir quelque chose qui ne va pas être parfait du premier coup. Et c'est là où le lien social, c'est notre sujet, le lien social est important, c'est-à-dire la capacité d'aller vers l'autre, que l'autre soit hiérarchique ou que l'autre soit dans l'entreprise un allié qui va apporter une capacité de modéliser, qui va apporter une capacité de faire des produits, etc. Voilà, je pense que je suis en train d'excéder mon temps de parole. Enfin, je ne sais pas, c'est vous qui êtes le gardien de la parole. Encore 5 minutes. Encore quelques minutes. Alors, ceci m'amène au sujet sur le bénévolat, parce que les deux sujets sont très très liés. Les gens qui sont des bénévoles engagés sont aussi des citoyens engagés et sont aussi dans l'entreprise des intrapreneurs, des gens qui ont une capacité d'engagement pour l'entreprise. C'est une chose qui me surprend toujours, du fait qu'il y a 15 à 20 millions de bénévoles en France, mais le sujet du bénévolat de compétences reste encore un sujet relativement nouveau. Le bénévolat de compétences, ça veut dire qu'on apporte, en tant que responsable cadre d'entreprise, on apporte des expertises dans le domaine associatif à partir de son expérience professionnelle. Depuis quelques semaines, donc j'interviens en soutien de l'association Passerelle et Compétences que Jean-Baptiste Defoucault connaît, puisque 2 de ces associations ont été entre guillemets des clients dans le domaine du bénévolat de compétences. Et je suis en train de découvrir ce monde j'ai déjà des engagements associatifs depuis une vingtaine d'années, mais je vois de l'intérieur fonctionner ce lien, la création de liens. Passerelle et compétences, ça veut dire créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde des associations. Mais je vois que pour l'instant, c'est un sujet qui est encore un sujet très très embryonnaire, parce que aujourd'hui, les associations ont une difficulté à formuler quels sont leurs besoins. Elles rêvent d'avoir des bénévoles, mais ne savent pas formuler les besoins. Et puis en sens inverse, du côté des salariés, il y a souvent une envie de s'engager, mais en même temps une ignorance du monde associatif, qui est liée au fait qu'on ne sait pas comment ça fonctionne exactement, qu'on pourrait être utile parce qu'on est contrôleur de gestion ou parce qu'on est gestionnaire de produits financiers, etc. Et donc il y a vraiment un énorme travail de rapprocher l'un et l'autre. Voilà. Et je terminerai avec une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai mis en exergue d'ailleurs dans mon livre. J'ai eu la chance de rencontrer pendant plusieurs heures, il y a quelques années, le petit-fils du Mahatma Gandhi, qui est également son biographe. Et cette phrase que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, c'est « Be the change you want to see in the world », soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Souvent, quand on est dans le monde de l'entreprise, on a tendance à se dire non, mais il faut que la direction générale décide, il faut que mon chef me dise. Eh bien, en fait, les intrapreneurs comme les bénévoles qui sont engagés dans le monde associatif venant du monde de l'entreprise démontrent justement qu'ils ont cette capacité d'engagement et d'être le changement que nous voulons voir pour le monde. Merci. Nous allons avoir quelques questions. Je pose la première pour lancer la discussion. Est-ce que le développement de l'entrepreneuriat
et d'ailleurs aussi celui du bénévolat, ne suppose pas, pour se réaliser, un degré de confiance qui est relativement rare à l'intérieur d'une organisation, que ce soit une entreprise ou une autre organisation d'ailleurs. Oui, alors il y a deux choses, hein. Il y a l'intrapreneuriat, il y a le bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose où les entreprises aujourd'hui sont dans une démarche très ouverte. Enfin, j'ai vu le sujet évoluer depuis 12 ans chez BNP Paribas. J'ai suivi avec attention aussi ce qui se passe dans d'autres entreprises comme AXA, par exemple, hein, qui, il y a 30 ans, a lancé À Tout Cœur, qui est une formidable organisation interne pour la promotion du bénévolat. Je vois ce qui se passe chez Accenture, hein, avec une initiative mondiale qui s'appelle Skills to Succeed. Alors c'est vrai que souvent cette mode est un peu venue des États-Unis. Enfin, les entreprises américaines comme Accenture, comme General Electric, etc. ont été assez moteurs sur ce sujet, avec d'ailleurs un côté un peu pervers de dire il y a une pression sociale, il faut faire du bénévolat. Bon, nous chez BNP Paribas, nous considérons que ça relève de la liberté individuelle, qu'on peut aider les salariés qui ont envie de s'engager, mais qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de pression sur ce sujet, et que si quelqu'un n'a pas envie de faire du bénévolat, ça ne concerne personne, et on ne souhaite pas, au niveau de l'engagement des salariés, on n'a pas de reporting sur le sujet, et si le salarié qui s'engage n'a pas envie d'en parler dans son environnement immédiat, il n'en parle pas, et sa hiérarchie n'est pas du tout au courant. Donc il y a une question de respect de la vie privée. Sur l'intrapreneuriat, effectivement, c'est tout le sujet de la capacité de bâtir la confiance et de mettre en place des mécanismes qui permettent d'encourager, enfin, au-delà de l'aspect incantatoire. Oui, il faut faire de l'innovation. Enfin, il n'y a pas une entreprise qui va dire nous existons depuis 150 ans et depuis 150 ans nous reproduisons le même modèle économique. Non, chaque entreprise va dire nous sommes leaders sur notre marché et nous sommes une entreprise innovante. Ça, c'est le discours officiel. Après, la réalité, elle est tout autre, parce que entre le top management et la base, il y a le middle management. Quand vous êtes responsable dans la banque de détail d'une équipe de 20 ou 30 personnes, enfin d'une agence, hein, et que vous avez des gens qui sont en vacances, une femme enceinte, quelqu'un qui va prendre un congé sabbatique et ceci et cela, et si on vous dit en plus il y a des gens qui veulent faire du bénévolat et ça doit être décompté sur le temps de travail, on comprend qu'il y a une certaine réticence. De même sur l'intrapreneuriat, l'intrapreneur c'est quelqu'un qui, comme ça a été mon cas, j'ai oublié de le préciser, mais l'année 2006, c'est l'année où j'ai travaillé aux 35 heures supplémentaires. C'est-à-dire, je faisais mon job normal. Et puis, en plus de ça, comme j'étais absolument motivé sur le fait que la microfinance, ça allait permettre de sortir des millions de gens de la pauvreté, j'ai travaillé aux 35 heures supplémentaires. Cette année-là, mes enfants m'ont appelé tonton. Hein, je rentrais à la maison très tard, je partais très tôt. Ils m'ont quand même reconnu, mais voilà. Donc, ça veut dire que l'incubation de l'intrapreneuriat, c'est d'abord la question d'autoriser les gens effectivement à prendre un petit peu de temps. Il y a certaines entreprises comme 3M ou comme Google qui donnent à des gens qui ont envie de développer un projet personnel, on leur donne 15-20% du temps. Chez BNP Paribas, on a mis en place un incubateur d'intrapreneurs qui s'appelle People's Lab. C'est depuis 2 ans. La personne qui a lancé ça, d'ailleurs, a été totalement une intrapreneuse parce que personne ne lui avait rien demandé. Il a fait ça en sous-marin pendant plusieurs mois avant de lancer le sujet. Et donc, les gens qui sont retenus dans cet incubateur, environ 25 personnes, pendant une période de 3 mois et demi, sont 20% de leur temps, pendant 3 mois et demi, à 100% sur leur sujet, pendant 20%. Et l'objectif, c'est qu'ils entrent avec une vague idée, ils en ressortent avec une idée plus clair et avec l'objectif de présenter devant un comité d'investisseurs internes cette idée pour savoir si cette idée peut devenir effectivement un produit ou un service pour les clients. Mais de ce que j'entends, parce que je connais assez bien ce qui se passe dans le monde des grandes entreprises, c'est quelque chose, il y a quelques autres laboratoires, en particulier ce que fait l'Air Liquide, mais c'est encore quelque chose de relativement embryonnaire dans le monde des grandes entreprises. Pas perdre de temps à l'exposé de Jean-Baptiste Defoucault, que j'attends avec une grande impatience parce que le thème de la fraternité, je trouve qu'il est
propre à renouveler notre pensée en France qui est toujours centrée sur la solidarité. Et une solidarité qui de plus en plus dévie vers une assistance organisée par l'État à coup de prélèvements obligatoires. Tandis que la fraternité, c'est, me semble-t-il, quelque chose de beaucoup plus large. Et Jean-Baptiste de Foucauld va nous expliquer si j'ai raison ou non d'avoir cette optique large de la fraternité. Vous avez sûrement raison d'avoir une optique large, mais je ne suis pas sûr de dire les choses exactement comme vous voudriez. Bon. Moi, je pense que le problème central, c'est effectivement l'équilibre entre subsidiarité et solidarité. J'étais d'ailleurs plus d'accord avec la fin de votre exposé qu'avec le début, où je trouvais que la subsidiarité prenait un peu trop de place par rapport à la solidarité. Et je pense que l'équilibre est fondamental. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir lequel des deux termes il faut mettre en premier. Et je ne suis pas sûr, personnellement, que je mettrais subsidiarité en premier. Peut-être que je mettrais solidarité en premier. C'est une discussion. Donc, je voudrais faire quelques réflexions un peu générales d'abord, et puis les appliquer ensuite, effectivement, essayer de déboucher sur la question de la fraternité. Je voudrais peut-être décaler un tout petit peu le problème. Parce que dans le mot subsidiarité, il y a une certaine ambiguïté. Parce que soit la subsidiarité, c'est un mode d'articulation des pouvoirs dans la société. Pour dire, voilà, l'État central ne doit pas en faire trop, il doit renvoyer à des échelons inférieurs, locaux, ou bien à des institutions intermédiaires. C'est une chose. Mais il y a derrière ça aussi une autre idée, qui est l'idée de savoir si on est obligé les uns vis-à-vis des autres ou si l'action de solidarité pour aider autrui est une action libre, discrétionnaire, ou si, au fond, nous sommes obligés d'être solidaires et justes des autres. Et je voudrais, pour un instant, me déplacer sur ce terrain-là et mettre en évidence le fait qu'il y a deux types de liens, semble-t-il. Un lien obligatoire que nous avons dans les grands systèmes sociaux, dans les mégasystèmes. On est tous soumis dans un État aux mêmes lois. On doit payer des impôts. On a un système de sécurité sociale dans lequel on est obligé de cotiser de façon à péréquer la situation des bien portants et des malades, des actifs et des retraités, des célibataires et des chargés de famille. Voilà, donc ça, ça crée du lien. Et puis, il y a des liens plus volontaires qui sont liés à de l'affinité, à de plaisir qu'on a à être ensemble, ou à une action volontaire pour aider autrui, mais qui repose, dans ce cas-là, moins sur une obligation juridique que sur une obligation morale ou sur de l'altruisme. Et ça recoupe la question de la subsidiarité, en partie, mais pas totalement. Alors, je crois que c'est important de distinguer les avantages et les inconvénients du lien obligatoire et du lien volontaire. Le lien obligatoire, il a quand même des gros avantages. Un grand avantage, c'est qu'il crée de l'universalité. Il donne des droits égaux à tout le monde. Alors que le lien volontaire, eh bien, la situation des personnes en difficulté repose sur simplement l'idée qu'il faut qu'ils aient en face d'eux des personnes ayant suffisamment d'amour du prochain pour se porter vers eux. Donc, le lien volontaire n'assure pas l'universalité des droits. Alors, en contrepartie, c'est vrai que le lien volontaire, il est plus fade, il est plus mécanique, il est plus impersonnel. Le lien obligatoire. Le lien obligatoire, pardon. Le lien obligatoire, il est plus fade, plus impersonnel, plus mécanique, plus financier. Il n'est pas très gratifiant. C'est même plutôt l'inverse, parce qu'on n'aime pas en général payer ses impôts. L'amour du prochain va rarement jusque-là, encore que certains disent que c'est une forme. Et il peut générer de l'égoïsme, parce que l'on peut dire j'ai déjà payé, donc maintenant je suis quitte. Et donc il faut dénoncer ça. Et alors nous avons en plus un problème particulier en France,
c'est qu'en France, nous avons un lien obligatoire redoublé. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure, et là je serai d'accord avec lui, M. Bichot, nous avons un système obligatoire de sécurité sociale, mais on ne se contente pas de dire « vous devez vous assurer », on vous dit comment vous devez vous assurer, selon quelle forme et quel type de droit vous aurez tous. Alors qu'on pourrait concevoir une obligation d'assurance, mais des formules plus variées. Ça, voilà. Mais je pense que l'idée de ne pas avoir d'assurance obligatoire serait un problème. Donc reposer uniquement sur la subsidiarité, pour moi, ce serait un problème. D'ailleurs, vous avez des cas, si vous prenez les différentes formes d'assurance en France, vous êtes obligé de vous assurer pour rouler en automobile. Vous n'êtes pas obligé de vous assurer pour votre résidence si vous possédez votre habitation. Mais évidemment, c'est à vos risques et périls. Si vous avez une inondation, vous paierez beaucoup plus cher que la somme des primes d'assurance que vous auriez pu payer. Voilà. Alors le lien volontaire, lui, il est plus souple, il est plus affectif, il est plus gratifiant, mais voilà, il n'assure pas à tous une protection suffisante. Vous parliez de la famille, mais la famille, elle a besoin qu'il y ait l'aide sociale à l'enfance. Et l'aide sociale à l'enfance, c'est quand les familles ne font pas leurs devoirs. Et d'ailleurs, il y a une montée assez importante de l'aide sociale à l'enfant. Vous voyez, par exemple, je connais une petite association qui s'est mise en place dans la Manche, dans le département de la Manche, un département de 500 000 habitants. Il y a 800 enfants sous aide de l'aide sociale à l'enfance. Et cette association fonctionne avec qui s'appelle Parentibus, met en place un petit autocar qui se promène dans les petites villes de la Manche, simplement pour écouter les gens. Il y a plein de problèmes qui remontent. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas l'aide sociale à l'enfance, alors qui, à son tour, pose ensuite des problèmes. Je sais tout à fait qu'ATD Quart Monde se bat pour que les familles qui ont été privées de leurs enfants puissent les récupérer. Donc, nous sommes obligés de fonctionner avec ces deux systèmes, le système de solidarité, le système de subsidiarité. Et c'est vrai que la tentation française a été de les opposer et d'avoir ou l'un ou l'autre, alors que le problème, c'est de les combiner. Voilà. Le problème, c'est d'arriver à les articuler de manière heureuse. Et je pense en effet que la subsidiarité fiscale est un des moyens de le faire. Il se trouve que j'ai dirigé un colloque à Cerisy sur apprivoiser l'argent aujourd'hui, que nous avons eu. D'ailleurs, il y a eu un excellent exposé de M. de Lauzun. Nous avons un travail sur la philanthropie. Alors, en France, nous avons quand même 14% des foyers fiscaux qui déclarent donner à des associations. D'ailleurs, avec l'idée que les pauvres, entre guillemets, donnent un peu plus que les riches. Le montant donné tendant à plafonner au-delà de 100 000 euros de revenus. Voilà. Donc, c'est là qu'un impôt progressif sur le revenu, que sans doute nous n'aimons pas beaucoup, a quand même des avantages, parce que le spontané n'est pas nécessairement le plus généreux. Voilà. Alors, mon idée, c'est que je pense qu'il faut... Je suis bien conscient des problèmes de bureaucratie, d'anonymat de l'État-providence. Et en même temps conscient des insuffisances des initiatives privées. Parce que notre pays est un pays extrêmement créatif, il se passe beaucoup de choses sur le terrain, mais disons les choses quand même franchement, le mal va plus vite que le bien. Le délitement social s'accroît, avec toutes les conséquences politiques qui peuvent en résulter. Donc, la grande question pour moi aujourd'hui, c'est de mettre davantage d'humains dans les systèmes obligatoires et de mettre progressivement un peu plus d'obligations, au moins morales, dans les systèmes volontaires. Alors, je vais prendre deux exemples pour ça. Comment mettre de l'humain dans les systèmes obligatoires? Et là, je vais prendre l'exemple du chômage. L'exemple du chômage, on a une assurance chômage qui est assez généreuse en France, qui est assez redistributive. Les bas revenus sont plutôt avantagés par l'assurance chômage parce qu'il y a une partie fixe qui est indépendante du salaire, qui est donnée à tous les chômeurs. Mais l'assurance chômage, ça ne règle rien s'il n'y a pas en même temps un accompagnement des personnes en recherche d'emploi.
Une personne en recherche d'emploi est une personne en très grande difficulté. Elle perd le sens de ses repères, elle est fragilisée, elle ne sait pas quand elle va retrouver du travail, elle essuie des rebuffades, elle a des doutes sur elle-même qui croissent. Si elle n'a pas cultivé une force morale suffisante, elle doute d'elle-même. Ses relations avec autrui se détériorent et le découragement la gagne au bout d'un certain temps si elle n'a pas retrouvé rapidement du travail. Or, il n'y a pas, si le marché du travail est en permanence mobile, s'il y a des occasions de travail, s'il y a des chaises qui se libèrent, il n'y a pas assez de chaises qui se libèrent pour le nombre de chômeurs. Donc, celui qui se décourage, il ne saura pas sauter sur la chaise qui se libère au moment où elle se libère. Et donc, la question de l'accompagnement, de mettre des personnes autour des chômeurs pour les aider, pour qu'ils ne se sentent pas démoralisés, pour éventuellement créer des emplois pour ces personnes, c'est une question fondamentale. Et ça, l'État ne l'a pas vu pendant longtemps. Et il a fallu que des associations, comme celle que nous avons créée avec un certain nombre de personnes, Solidarité Nouvelle face au chômage, lui expliquent. Alors, Solidarité Nouvelle face au chômage, qui a d'ailleurs quelques groupes d'entreprises. Vous citiez l'exemple de la BNP Paribas, mais Lafarge a proposé à ses salariés au siège, c'était l'époque de Bertrand Collomb, soit de faire du microcrédit dans le cadre de l'ADI, soit de créer un groupe de Solidarité Nouvelle face au chômage, qui est un groupe donc, qui sont des groupes de bénévoles, de personnes actifs ou retraités, hommes, femmes, qui se réunissent, qui ne sont pas des spécialistes, qui se réunissent tous les mois, mettent à disposition des demandeurs d'emploi 2 personnes du groupe qui vont accompagner la personne en recherche d'emploi, discuter avec elle, l'écouter. Il y a un énorme besoin de parole des personnes au chômage qui n'est pas bien compris par la société, qui préfère juger plutôt qu'aider. C'est plus commode, c'est rassurant, et puis ça permet d'être resté en place sans trop s'agiter. Et cet accompagnement souvent suffit parce que les personnes utilisent des opportunités. Et s'ils ne suffisent pas, grâce aux revenus que nous mettons dans une caisse commune, nous finançons l'embauche au SMIC de ces personnes pendant 1 an par une association pour qu'elles retrouvent du travail. Voilà. Et progressivement, ce dispositif s'est développé. Je n'en suis plus président maintenant. On crée des liens avec Pôle emploi pour essayer de faire comprendre cette notion d'accompagnement. Donc là, on a bien un système qui s'est articulé. Je voudrais prendre un exemple dans l'autre sens, où on a de l'obligation du volontariat qui devrait progressivement remonter vers une forme d'obligation. Et je vais prendre l'exemple du service civique. On a supprimé le service militaire, qui était une forme d'obligation, après tout. Il n'est pas supprimé, il est suspendu. Il est suspendu. C'est très important. Voilà. Et donc, progressivement, après les émeutes de 2005, puis avec l'action de Martin Hirsch, on a mis en place un service civique qui permet à des jeunes, pendant 6 mois, 8 mois, de faire une action d'intérêt général au profit de tiers, au profit de personnes, en étant placés en mission par des collectivités locales ou par des associations. Et ils touchent pour cela une indemnité d'un peu moins de 500 €. Alors, le problème, c'est que ça a démarré assez lentement, qu'il n'y a pas assez de postes à pourvoir. Il y a on est arrivé à peu près à 70 000 jeunes chaque année qui ont cela. Et le budget maintenant permet d'aller jusqu'à 100 000. Mais on n'offre pas assez de postes. Car occuper un jeune en service civique, ça n'est pas si facile. D'autant qu'il faut faire de la qualité et pas recruter ces jeunes pour combler des postes de travail non pourvus, pour tenir la comptabilité ou avoir la chargée de com dont on rêve. Mais si l'on prend, par exemple, les critères de qualité qu'une association qui a implanté le service civique en France, Unicité, met en avant, c'est plutôt bien de mettre 2 jeunes
ensemble, en binôme là aussi, en activité, en prenant un bac plus et un bac moins, qui vont s'entraider, de les mettre sur une mission et non pas sur un poste, d'avoir un référent qui les voit 3-4 heures par semaine, de leur organiser un parcours civique. Enfin bref, si on veut faire les choses bien, voilà. Et là, on tombe devant un dilemme qu'on va avoir, et qu'on a d'ailleurs déjà dans la campagne présidentielle. C'est qu'il y a tous les spécialistes du coup de menton qui vous disent « Ah, il faut transformer ça en un service civique obligatoire, non d'une pipe. Voilà. » Et on sait que si on fait ça, on va faire de la mauvaise qualité. On va faire un truc n'importe comment. On n'est plus du tout équipé pour faire les choses. Même quand Macron dit « je vais mettre les gens un mois comme ça », qu'est-ce qu'ils vont faire pendant un mois? La critique d'Hamon me paraît fondée. Toute référence mise à part. Mais néanmoins, l'idée de monter en puissance un service civique de qualité pour en faire, au fond, une sorte de loi de comportement normal de toute personne au cours de sa carrière, pour que ça devienne, je dirais, un peu comme d'aller voter, quoi. Voilà. Eh bien, voilà, ça implique une mobilisation de la société qui, progressivement, s'organise sur la base de quoi? Eh bien, justement, c'est là que j'ai essayé de tracer le chemin pour l'idée de fraternité. La fraternité. C'est assez curieux de constater que notre pays a quand même une devise dans laquelle il y a la liberté, il y a l'égalité, il y a la fraternité. La liberté et l'égalité, on en parle absolument sans arrêt. Et la fraternité, c'est vraiment le parent pauvre. Au point que Régis Debray, dans un beau livre sur la fraternité, a pu écrire « C'est une vieille cousine qui fait tapisserie et que plus personne n'invite à danser. » Voilà. Alors c'est vrai que la fraternité, elle est née de manière un peu bizarre, n'était pas très présente dans la Révolution de 89, sinon par le célèbre Salut et fraternité, par le discours de Lafayette, de la fête de la Fédération, où il a parlé de la fraternité comme lien horizontal, s'opposant aux liens verticaux de la société d'avant. Mais j'y reviendrai. Puis ensuite, la Révolution de 48 l'a mis en valeur, puisque c'est à ce moment-là que le mot fraternité apparaît comme dans la devise républicaine. Mais c'est une fraternité un peu pour éviter la lutte des classes, pour éviter le conflit social, pour éviter la crainte de la Révolution. Et donc finalement, c'est vrai que le mot ensuite a été évidé par la solidarité, par le solidarisme de Léon Bourgeois dans les années... Et là, c'est vrai qu'on a dit, voilà, la fraternité, c'est une espèce de mouvement d'âme, ça n'a pas de portée réelle, alors que la solidarité concrète, le lien volontaire, qui donnera lieu ensuite à toute la construction de la sécurité sociale, ça c'est du sérieux, ça c'est du solide. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien les limites de ça. On voit bien que nous avons une crise du lien social, nous avons le problème de l'exclusion, dû au chômage, mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'individualisme s'est développé un peu partout, il y a beaucoup de solitude, bon, je ne développe pas ce point. Et donc, quel est l'élément qui pourrait nous réunir et qui mobiliserait la société pour articuler mieux solidarité et subsidiarité, sinon cette notion de fraternité? Et cette notion de fraternité, elle a quand même beaucoup d'avantages. D'abord, et ça c'est assez peu mis en valeur, elle a à la fois une dimension transcendante et une dimension émanente. Car si nous sommes frères, il faut bien que nous ayons un père, une origine. Alors chacun le nommera comme il veut. On pourra dire que c'est la nature, que c'est la terre. On peut dire que c'est la patrie. On peut dire aussi que c'est Dieu. Ou la vie. Bon, mais il y a quelque chose de transcendant. Et en même temps, il y a quelque chose d'immanent, d'égalitaire. Nous sommes tous frères, nous devons nous aider. Et donc, ça reprend d'ailleurs une articulation qu'il y avait en 89 dans la Déclaration des droits de l'homme. Moi, j'ai souvent fait remarquer que la Déclaration des droits de l'homme commence par
en présence et sous les auspices de l'être suprême. Ce qui n'est quand même pas rien. J'ai souvent posé cette question-là à des gens de gauche, à Mona Ozouf, je leur dis, mais comment vous expliquez Elle dit, oh ben non, c'est comme ça, les francs-maçons qui ont mis ça. Oui, mais enfin, ils l'ont mis quand même. Donc, et c'est toujours dans quand vous allez à Matignon, où il y a en haut les déclarations, vous voyez ça, en présence sous les auspices de l'être suprême. Tous les gens qui vont à Matignon, que vous voyez dans la cour sous les caméras, ils passent devant un texte qui dit en présence et sous les auspices de l'être suprême. Bon, voilà. C'est comme la mairie qui est en face du clocher, après tout. Voilà, ça fait partie de la République. Voilà. Mais je pourrais développer longuement cette affaire. Simplement, dans ce face-à-face entre la liberté et l'égalité, qui n'arrive pas bien à s'organiser, le pôle régulateur, c'est la fraternité. On voit bien la liberté qui n'est pas fraternelle et qui n'est pas bonne, et la liberté qui est porteuse de fraternité. On voit bien l'égalité qui est fraternelle, ou l'égalité qui est d'uniformité. Donc, en fait, on devrait cultiver cette notion de fraternité. Donc, il se trouve que... Alors, pas n'importe quelle fraternité, c'est pas un état d'âme, c'est une intention, une volonté, une construction, une culture qui va peut-être s'appliquer différemment selon les époques, selon les personnes. Bon, il se trouve qu'avec un certain nombre d'amis regroupés dans un pacte civique, nous avons mis en valeur cette idée de fraternité, mais nous la relions à d'autres valeurs. Disons que la fraternité doit être créative, ce n'est pas l'immobilisme, elle doit être entrepreneuriale et intra-entrepreneuriale. Elle doit être sobre. Je crois que la question de la sobriété est une question essentielle dans notre société, c'est-à-dire redistribuer le superflu sur une base obligatoire ou volontaire pour que chacun accède à l'essentiel. Sobriété pour l'écologie aussi. Elle doit être facteur de justice. Voilà. Donc ces valeurs doivent être reliées entre elles. Et donc il faut travailler dessus. Donc nous avons construit autour de ces 4 valeurs de créativité, de sobriété, de justice et de fraternité des engagements qui sont au fond une manière de subsidiariser, je dirais, un projet global. Je crois qu'on a à la fois besoin d'un projet global et de le subsidiariser pour que, dans un cadre global, chacun puisse trouver sa place. Voilà. Alors, nous avons, dans ces engagements, fait des engagements personnels, donc reprenant ce que vous disiez de Gandhi, soyons nous-mêmes le changement que nous voulons, puis des changements organisationnels, puis des changements politiques. Voilà. Et donc, nous avions écrit à François Hollande en mars 2015, avec d'autres personnes, pour lui dire, mais après ces attentats, ces grandes manifestations du 11 janvier, où il y avait à la fois une offre de fraternité sur le terrain quand même, et une demande de fraternité de la part de ceux qui n'étaient pas venus, les jeunes qui ont grogné dans les classes. Il faut ouvrir le chantier. Bon, il n'a pas été capable de l'ouvrir, n'a pas voulu l'ouvrir. Il a fait la réserve citoyenne, il a bien développé le service civique, mais il n'a pas eu le courage de lancer cette étape. Il y a un risque, c'est vrai. Et donc, nous allons nous battre pour que le prochain quinquennat, on ouvre ce chantier en se donnant le temps de construire et de voir sur quoi il peut déboucher, ce que ça peut vouloir dire, une charte, peut-être une précision dans la Constitution, enfin, voilà, en faire quelque chose qui, je crois, permettrait de résoudre, d'articuler mieux ce problème de la liaison entre solidarité et subsidiarité, ou subsidiarité et solidarité, comme on voudra. Voilà une conclusion positive.